Salut à tous, Dajahao. Cette vidéo est la suite de celle qu'on a postée la semaine dernière sur l'effondrement de l'économie chinoise. Donc si tu l'as pas déjà regardée, on t'invite à le faire pour bien tout comprendre. Et pour pas louper d'autres vidéos à l'avenir, abonne-toi. En plus, l'algo YouTube kiffe ça, donc ça nous aide beaucoup. Allez, Zoba. La croissance chinoise a été un modèle de prospérité pour le monde entier. Son taux de croissance annuel était proche des 10% pendant plusieurs décennies. La Chine est passée d'un pays tiers-mondiste au statut de superpuissance mondiale. Son industrie de la tech est à la pointe, elle a son propre programme spatial, elle a réussi l'exploit de tirer 700 millions de personnes de la pauvreté en quelques années seulement. L'impact du développement économique de la Chine a largement dépassé ses frontières. Tous les pays du monde en ont bénéficié. Mais comme on vous l'expliquait dans la dernière vidéo, l'économie chinoise commence à montrer certains signes évidents de déraillement. La première crise majeure depuis 1976 est la mort de Mao. On vous avait dit à cette occasion qu'on allait approfondir le sujet de la crise du secteur bancaire chinois. En fait, on peut faire de nombreux parallèles entre la crise financière de 2008 qui a dévasté les économies occidentales et celle qui est en train de prendre forme dans la Chine d'aujourd'hui. Et en parlant de 2008, c'est justement l'année à partir de laquelle la productivité chinoise a stagné. Les établissements bancaires chinois financent tout type de projet pour respecter les objectifs de croissance définis par l'État. Sauf que les rendements de ces investissements sont faibles. Les niveaux d'endettement des ménages chinois, des entreprises et des institutions publiques dépassent nettement la moyenne occidentale. Alors forcément, ça affecte tous les niveaux de l'économie chinoise. Au cours des derniers mois, le taux d'impayé pour les emprunts chinois à haut rendement a explosé. En fait, les junk bonds sont d'une nature très spéculative. Ce sont les valeurs les plus risquées. La faible performance de ce type d'actifs financiers coïncide avec la morosité de l'économie chinoise. Excepté durant la pandémie, la Chine a enregistré au cours du deuxième trimestre 2022 son pire taux de croissance en 30 ans. Et c'est pas un événement exceptionnel, mais la trajectoire naturelle que suit l'économie chinoise depuis déjà plusieurs années. Le chômage avoisine les 20% chez les jeunes, alors que le secteur immobilier, lui, est en train de couler. Mais ce qui nous inquiète particulièrement, c'est la prochaine implosion du système financier chinois, et tout porte à croire qu'elle aura prochainement lieu. Déjà, elle risque de débuter par une crise immobilière tout comme en Occident en 2007-2008. Bon, on va rentrer plus en détail. En avril 2022, 4 banques rurales du Henan ont été contraintes de geler du jour au lendemain près de 6 milliards de dollars de dépôts. La Yuzhou Shiminsheng Bank, la Zhejiang Huanghai Bank, la Shanghai Huimin Bank et la New Oriental Kaifang Bank. La raison officielle, les autorités auraient suspendu leur activité car elles auraient prélevé des fonds dans d'autres provinces via des intermédiaires en ligne. Or, c'est strictement interdit de faire ça au niveau d'une banque régionale. Sauf que ce ne sont pas uniquement des fonds qui ont été collectés à l'extérieur de la province qui ont été gelés, mais aussi les dépôts des épargnants de la province elle-même. Les autorités locales ont même envoyé des gros bras pour intimider les clients mécontents. Rien que ça en dit long sur les pratiques bancaires chinoises. Les autorités locales, tout comme les banques, ont été très discrètes sur la situation qui s'est éternisée. Elle a duré plusieurs mois. Comme d'hab, en Chine, aucune transparence. Mettez-vous un instant à la place des épargnants. Vos économies d'une vie se sont envolées et on refuse de vous dire ce qui se passe. Il en fallait pas plus pour que la paranoïa se répande comme une traînée de poudre et que les citoyens chinois s'interrogent. La crise immobilière a-t-elle un lien avec l'arrêt des opérations bancaires? La crise bancaire du Henan a fini par être résolue le 12 juillet lorsque les régulateurs financiers ont forcé les établissements bancaires concernés à restituer une partie des fonds confisqués aux épargnants. Mais la graine du doute avait déjà été plantée et elle avait eu le temps de germer. Alors, cette fameuse question, le lien entre l'immobilier et le secteur bancaire, il y a des raisons de s'en faire ou pas? Une situation explosive. L'effondrement du marché de l'immobilier a semé la pagaille. Par exemple, s'est formé à la mi-juillet un collectif de citoyens qui avaient acheté des maisons sur plan, les We Need Home. Ce collectif a menacé de cesser le remboursement de leurs emprunts si les autorités ne garantissaient pas l'achèvement des travaux. Ça, c'était à la mi-juillet. Fin juillet, Bloomberg dénombrait plus de 320 projets touchés par ce boycott. C'est-à-dire des centaines de milliers, sinon des millions de citoyens mécontents. Sauf qu'on est en Chine où l'État exerce un contrôle absolu de la société et réprime toute insubordination, même pacifique. Alors pourquoi les autorités nationales sont-elles embarrassées? Mais déjà, une énorme partie du système bancaire chinois appartient à l'État. C'est pas par hasard, hein. Les établissements bancaires publics sont un maillon clé de la politique économique de l'État / du parti. L'une des principales caractéristiques du système politique chinois, c'est la planification de son économie. Le parti fixe un objectif de croissance et tous les agents économiques contribuent de manière à atteindre cet objectif. Pour les banques, ça signifie accorder suffisamment de prêts aux ménages et aux entreprises. Le système, il a plutôt bien tourné, sans aucune difficulté particulière, jusqu'en 2008. À partir de cette année-là, alors que la croissance chinoise commençait à ralentir, passant de 2 à 1 chiffre, les établissements bancaires chinois ont eux dû augmenter les volumes de prêts et les risques pour s'aligner sur l'objectif de croissance défini par le parti.
L'idée, c'était que les crédits bon marché stimuleraient la croissance économique en facilitant les projets immobiliers des ménages et les investissements des entreprises. Sauf que cette politique, elle a eu un effet néfaste. Elle a augmenté la dette chinoise à des niveaux bien supérieurs aux pays occidentaux. L'autre souci, c'est que les banques étaient si inquiètes de satisfaire le parti qu'elles ont accordé des prêts n'importe comment, même pour des projets au rendement très faible. Et oui, une banque, ça reste une structure qui a besoin d'être rentable. Donc, si le rendement du projet est nul ou très faible, comment rembourser l'emprunt qui a été contracté auprès d'un établissement bancaire? Donc, si le rendement du projet est nul ou très faible, comment rembourser l'emprunt qui a été contracté auprès d'un établissement bancaire? Une banque a suffisamment de fonds pour prendre quelques risques, mais ça ne doit surtout pas devenir la norme. Bon, forcément, le système bancaire et le marché de l'immobilier sont intrinsèquement liés. La facilitation des prêts par les banques chinoises, les prix et la construction des logements ont augmenté de manière exponentielle. C'est d'ailleurs ce qui a permis à l'industrie du BTP de tourner au point de devenir le principal moteur de l'économie chinoise. On estime que le BTP représente quand même 30% du PIB chinois. Ce sont des centaines de millions de logements, de bureaux et d'infrastructures publiques qui ont été construits à travers le pays, fournissant du travail à des millions de Chinois. Et puis, la hausse des prix du marché de l'immobilier a permis aux ménages chinois de s'enrichir grâce à la revalorisation de leur patrimoine immobilier. Sauf que la machine, elle s'est grippée à cause de la dette. Les ménages chinois et les promoteurs immobiliers ont accumulé à eux seuls 7500 milliards de dollars de dettes. Puis, il faut ajouter les investissements privés dans le secteur immobilier. Avec ça, on arrive à la rondelette somme de 11 000 milliards de dollars de dettes. Et en plus, c'est la fourchette basse de l'estimation. La dette totale du secteur immobilier pourrait peser nettement plus que ça en fait. On va prendre la chose sous un autre angle. Regardez comment la dette des ménages a triplé en quelques années seulement. Jusqu'à ce jour, plus de 26 promoteurs immobiliers ont fait faillite. D'après le cabinet de conseil britannique Capital Economics, on compterait en Chine plus de 100 millions de logements vides. C'est ce qui explique les villes fantômes qui ont poussé comme des champignons un peu partout. C'est donc très probable que les prix des logements continuent à baisser, tout comme l'activité du secteur du BTP. Ça pourrait entraîner une hausse du chômage qui viendrait pénaliser les capacités de remboursement d'emprunts de millions de ménages et aggraver d'autant la crise économique chinoise. Et à votre avis, qui seront les premières touchées? Les banques chinoises pourraient perdre 350 milliards de dollars en raison de la crise immobilière. Selon les estimations de Standard & Poor's et de la Deutsche Bank, entre 6,4% et 7% des prêts hypothécaires présenteraient un risque de défaut de paiement. C'est beaucoup plus qu'en Occident. En France, il est inférieur à 1%. Si cette situation de défaut de paiement venait à se produire, elle aurait des répercussions sur plein d'autres secteurs. Du coup, vous vous doutez bien que le régime surveille les banques de très près. L'économie pour les nuls. Est-ce que vous connaissez l'expression too big to fail? Elle avait été employée pour décrire la banque Lehman Brothers. Ses dirigeants étaient persuadés que les autorités états-uniennes, qui redoutaient un effondrement systémique, ne la laisseraient pas faire faillite. Et c'est pourtant ce qui est arrivé le 15 septembre 2008. Aujourd'hui, on est dans le même cas de figure avec le système bancaire chinois. Il est si lourd, si imposant que l'État ne peut pas éviter de venir à son secours. Fin juillet 2022, la dette du système bancaire chinois pesait, accrochez-vous bien, 30 000 milliards de dollars, 175% du PIB. En fait, il faut savoir qu'en Chine, les recettes publiques représentaient plus de 20% du PIB. Et une grosse partie des recettes publiques provient justement de la vente de terrain et du secteur immobilier. Il y a clairement des redondances dans le système économique chinois. L'État connaîtrait d'énormes difficultés s'il devait renflouer le système bancaire chinois. En Chine, certains conglomérats chinois ont traversé des turbulences qui les ont menés au bord du précipice. On pense bien sûr à Evergrande et à Hainan Group. D'ailleurs, pour l'anecdote, le PDG de HNA, Hainan Group, s'était accidentellement tué en chutant durant un voyage touristique en Provence. Décidément, ces derniers mois, on a pas mal d'oligarques russes et chinois qui sont en train de mourir inopinément. Bon, et ces conglomérats au pied d'argile, ça nous concerne directement nous, les occidentaux. Le dernier en date, Fosun. Doute sur la solidité financière du chinois Fosun, les propriétaires du Club Med. Les conglomérats ont été à hauteur de 37,4 milliards d'euros et dans le viseur du régulateur bancaire chinois. Beijing a compris l'urgence de la situation et a fait de la crise financière sa priorité absolue. La Chine surprend avec une baisse des taux pour lutter contre le ralentissement économique. Pour éviter que la crise ne s'aggrave, le parti a mis en place des mesures budgétaires et monétaires tout en renforçant l'arsenal réglementaire pour mieux encadrer les agents économiques en difficulté ou à risque. Déjà, les autorités ont baissé les taux d'intérêt et augmenté le financement des entreprises, y compris des promoteurs immobiliers. L'objectif, stabiliser le marché, permettre aux banques d'assainir leurs comptes en se séparant de leurs actifs les plus risqués et relancer d'autres secteurs. Du point de vue budgétaire, l'État a demandé aux sociétés publiques de continuer à embaucher, voire d'augmenter les volumes de recrutement. Bien sûr, l'idée derrière cette mesure, c'est de lutter directement contre le chômage chez les jeunes. En parallèle, le régime inaugure un plan d'infrastructure pour compenser le ralentissement du secteur immobilier. La Chine prépare 1100 milliards de dollars pour soutenir l'appui aux infrastructures de Xi.
Nous sommes entrés dans un nouveau cycle de développement d'infrastructures. Ce sera la nouvelle normalité. Yu Xiangjiang, économiste en chef des Citigroup pour la Chine. Et si ça ne suffit pas, le régime pourrait même racheter aux banques les actifs immobiliers les plus problématiques. La Chine prévoit un fonds d'une valeur pouvant atteindre jusqu'à 44 milliards de dollars pour le secteur immobilier en difficulté, selon une source. Après, la Chine a quand même quelques atouts, surtout dans ce domaine. En plus de son fonds souverain, l'un des plus importants au monde, la Chine détient certains des plus gros fonds de pension. En cas de besoin, Beijing pourrait les mobiliser pour racheter les actifs immobiliers toxiques. Sauf qu'encore une fois, les secteurs immobiliers et bancaires chinois sont si imposants que l'État aurait beaucoup de mal à reprendre la main. Le régime communiste pourrait voir son pouvoir contesté si le système bancaire s'effondre. Ça pourrait même mettre en difficulté Xi Jinping à quelques mois seulement de l'ouverture du 20e congrès du PCC. Toutes les mesures budgétaires et de relance monétaire pourraient bien ne pas suffire à contrer l'inertie de la dette chinoise. La fuite des capitaux s'accélère et les titres des sociétés chinoises cotées en bourse s'effondrent. D'ailleurs, de très grosses sociétés d'État chinoises se sont retirées de la bourse de New York. Radiation d'entreprises chinoises du New York Stock Exchange, signe de découplage. En fait, ces 5 entreprises font partie des 8 sociétés d'État qui étaient listées sur le NYSE et qui se sont retirées pour ne pas s'exposer au risque de sanctions si elles refusaient de se soumettre aux régulations financières états-uniennes. Ces 5 entreprises sont impliquées dans le commerce de pétrole, de gaz et d'aluminium, des matières premières notamment exportées par la Russie et sous sanctions occidentales. En plus, l'une d'entre elles, celle qui commerçait de l'aluminium, était déjà sujette à des pénalités tarifaires qui avaient été imposées dans le cadre de la guerre commerciale par l'administration Trump. On peut parler donc d'une double pénalité. Bref, en se retirant du New York Stock Exchange, elles ont pu à nouveau acheter du pétrole, de l'alu et du gaz à la Russie. En plus, toutes les transactions sont du coup réalisées en dollars hongkongais ou en renminbi, la monnaie chinoise. Double avantage, réduction de l'exposition aux sanctions états-uniennes et renforcement du yuan comme monnaie d'échange. En réalité, cette manœuvre s'inscrit dans une démarche de recentrer l'économie chinoise sur elle-même pour la rendre moins dépendante et donc moins vulnérable. Et elle gagne aussi en opacité. Sur les marchés boursiers chinois, les entreprises lèvent des fonds beaucoup plus importants que les 7 milliards de dollars symboliques qu'elles avaient réussi à lever sur le New York Stock Exchange. Ce sont des banques étrangères, des fonds de pension et des fonds souverains occidentaux, moyen-orientaux et asiatiques qui achètent des titres d'entreprises chinoises sans que celles-ci n'aient à ouvrir leur bilan financier au commissaire aux comptes états-unien. Le régime peut aussi mieux contrôler les flux de capitaux et mieux anticiper les potentielles dérives qui pourraient affecter son économie domestique. En tout cas, à force d'imiter le système capitaliste occidental, la Chine a réussi à en importer les pires défauts, les crises cycliques. Le régime a déjà prouvé qu'il était capable de grandes réalisations par le passé. On verra s'ils arrivent à répliquer le miracle une nouvelle fois. Et toi, t'en dis quoi? Est-ce que le régime parviendra à contenir cette crise? C'est tout pour aujourd'hui, merci de ton écoute, à la prochaine et Mantou.